Merci à vous. Véritablement, les remerciements doivent être formulés de mon côté parce que c'est vraiment une chance formidable pour un écrivain d'abord de pouvoir rencontrer son public, d'avoir ainsi des cartes blanches à l'université permanente et d'avoir aussi la possibilité d'y inviter une fois sur deux, de temps en temps, pour la 3e fois cette année tout de même, les écrivains que je publie. Alors vous avez eu la possibilité de rencontrer au mois de janvier Dominique Sampiero, dont le recueil La vie est chaude sortait à ce moment-là. Au mois de février, Laurence Bouvet pour un recueil intitulé Comme si dormir. Et aujourd'hui, Stéphane Bataillon pour la parution d'un livre intitulé Les terres rares, qui est sorti en librairie le 18 avril. Donc vous voyez que c'est véritablement de l'actualité littéraire. Je voudrais dire en préambule que c'est aussi une chance pour l'éditeur de pouvoir rencontrer un public et que plus j'avance dans ce métier d'éditeur de poésie, puisque je ne publie que des poètes et des poètes contemporains, plus je me rends compte au fond que, et ça me fait plutôt pencher du côté de la modestie, que publier de la poésie, ce n'est jamais que donner la demi-vie de la littérature à la poésie. Seulement la demi-vie de la littérature. Car la poésie fait partie de la littérature, mais elle lui échappe en même temps. Et l'autre demi-vie dont elle a besoin, c'est celle de la rencontre vivante avec un public. Parce que la poésie, comme le théâtre, c'est un art vivant. C'est même peut-être le plus ordinaire de tous les arts, puisqu'il ne fait que recourir au langage, ce qui fonde notre humanité. Les matériaux du poète sont le langage de tout un chacun, ce que nous découvrons dans l'enfance, dans la prime enfance, et qui nous accompagne tout au long de notre vie. Donc le poète ne dispose que de cela, c'est-à-dire les mots de tous les jours. Notre capacité à nommer le monde en soi et hors de soi. Alors vous allez me dire, oui, bien sûr, ce sont les mots de tous les jours, mais parfois on leur met les habits du dimanche. Oui, mais on peut aussi leur mettre à ces mots-là le bleu de travail des activités quotidiennes. Donc il n'y a pas d'autres vêtements que ceux de la vie des hommes et des femmes que nous sommes. Donc ça, c'est quand même très particulier. C'est un art qui, la poésie, paraît même plus minimaliste que le roman ou l'essai. Lorsque vous écrivez un essai, vous êtes confronté à la mise en voix de vos idées, à la structuration d'une pensée et à la nécessité de faire témoignage ou de laisser trace dans l'espace du livre d'une pensée qui doit faire avancer une réflexion collective. Lorsque vous écrivez un roman, vous êtes confronté à la nécessité de la durée du récit, de la création de personnages, de l'émergence de ces êtres de papier que sont les personnages. Vous êtes responsable également de l'ordonnancement d'un espace-temps dans lequel l'histoire va trouver sa place. Avec la poésie, rien de tel. Il est rare qu'il y ait en poésie des personnages, il est rare qu'une histoire soit racontée, il est rare que, non pas que les poètes aient le souffle long, certains l'ont, mais que le poème se développe sur un mode narratif, comme autrefois dans la poésie épique, par exemple, ou dans les longs poèmes qu'étaient l'Odyssée ou l'Iliade. Donc la poésie est un mode d'expression véritablement très particulier, qui s'apparente au souffle, à la voix intérieure, et qui est totalement lié, et c'est le thème même de ces conférences de cette année, du cycle de cette année, à ce que j'appelle tout simplement l'écriture de l'intime. L'intimité, mais pas seulement, l'intime.
puisque vous savez que ce cycle s'intitule « Pour une poétique de l'intime » et que nous avons essayé de creuser cette notion de l'intime tout au long de ces conférences. Alors, le poète qui m'accompagne, Stéphane Bataillon, n'est pas quelqu'un que l'on voit tous les matins dans Paris Match. Non ? A priori. A priori, c'est pas le cas. Hein. Donc je ne suis pas venu avec une star de la littérature, je ne suis pas venu avec quelqu'un qui a une œuvre imposante derrière lui. Je suis venu avec un jeune auteur, né en 1975, jeune. Hein, bah oui, jeune quand même, parce que vous savez que nous vivons quand même dans une société où l'on découvre les poètes, sinon après leur disparition, du moins lorsqu'ils ont atteint un certain âge. Alors donc on a vraiment affaire à un jeune auteur, dont le premier livre a été publié en 2010, un livre intitulé « Où nos ombres s'épousent », et qui a fait paraître au mois d'avril dans ma petite maison d'édition un deuxième recueil intitulé « Les terres rares ». J'ai rencontré Stéphane, nous ne nous connaissons pas depuis si longtemps que cela, maintenant 6 ans à peu près, je crois. C'était en 2007, je pense. Stéphane Bataillon est venu me voir, alors que je dirigeais les éditions Segers. C'était au marché de la poésie, à place Saint-Sulpice à Paris. Il est venu me voir en me disant... Alors il est venu me voir comme viennent me voir j'allais dire des centaines de poètes. Hein. Vous savez, un éditeur, c'est d'abord quelqu'un qui reçoit des manuscrits. Et je dis au passage que j'en ai reçu à peu près 1000 en un an, là, donc c'est vous dire. Ça laisse parfois peu de chance à la rencontre. Hein. Cette pléthore, cette abondance, parfois nuit à la possibilité d'une rencontre authentique, pour des raisons que l'on comprend bien. Il est venu me voir en me disant, voilà, je viens vous voir parce que je ne connais pas spécialement bien le monde de la poésie, mais il se trouve que moi, depuis quelques années, j'écris un poème par jour. J'écris un poème par jour et donc j'ai maintenant quelques centaines ou quelques milliers, je ne sais pas, de poèmes. Alors voilà, il n'avait pas d'autres demandes, il n'y avait pas de demande. Hein. Tu ne venais pas me dire, voilà, je veux publier les 800 ou 900 ou 1000 poèmes que je viens d'écrire. Non, j'écris un poème par jour depuis quelques années. Et donc, forcément, la question que j'ai posée à Stéphane Bataillon, c'est, dites-moi ce qui fait que vous vous êtes mis à écrire de la poésie quotidiennement, alors qu'auparavant, vous n'en écriviez pas, peut-être. Et donc, en effet, Stéphane m'explique qu'il a découvert la poésie, l'écriture poétique, non pas la poésie telle qu'on la découvre à l'école ou à l'université, parce que bon, ça, tout le monde découvre la poésie une première fois dans sa vie, mais une expérience intime, profonde, mue par une urgence ou par un besoin qui peut être vital, ça, tout le monde ne fait pas cette expérience sensible. Je ne parle pas d'une expérience intellectuelle, d'une expérience sensible, profonde, strictement personnelle. Tout le monde ne le fait pas. Et donc, Stéphane Bataillon m'explique, en fait, il a été amené à écrire que la poésie lui a tendu la main dans un moment extrêmement difficile de son existence. Et que l'écriture est comme une main qui empêche les étoiles de tomber. J'emploie le mot étoile à dessein parce que le premier titre qui avait été envisagé pour ton recueil... Nostalgie des étoiles. Nostalgie des étoiles. Hein, Nostalgie des étoiles. Aujourd'hui, le livre s'est intitulé finalement « Où nos ombres s'épousent ». Mais au départ, il devait s'intituler « Nostalgie des étoiles ». Et ce manuscrit n'était pas encore là lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois. Donc moi, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qui fait que vous êtes mis à écrire un poème par jour? Et puis, je crois qu'assez vite, je lui ai dit aussi, vous savez, il y a des livres que l'on écrit mais qu'on ne publie pas.
tout ce qui est écrit n'est pas destiné à être publié, et que ces 800 ou 1000 poèmes que vous avez écrits ne formeront peut-être jamais un livre, ou peut-être qu'ils formeront 10 livres, peut-être ce livre aura-t-il 800 pages, ou peut-être n'aura-t-il que 40 pages. Écrire un livre et le publier sont deux choses assez différentes. Ce sont des propos très simples, hein, de bon sens, mais que beaucoup d'aspirants à la publication parfois n'entendent pas. Parce qu'il y a derrière le besoin d'être publié parfois des choses très très fortes sur le plan intime, personnel. Il y avait aussi cette idée que l'éditeur, en tout cas pour ma part je fonctionne comme ça, cherche assez vite à savoir si la personne qui vous amène un manuscrit aspire à devenir écrivain ou a besoin d'écrire. Ce sont deux choses sensiblement différentes. Certaines personnes aspirent véritablement à avoir ce statut d'écrivain parce qu'il y a une reconnaissance ou l'illusion d'une reconnaissance, une notoriété ou l'illusion d'une notoriété, bon, un je ne sais quel semblant d'éternité, très très illusoire, la nécessité de laisser une trace après son passage sur Terre, etc. Enfin, toutes sortes de raisons très très respectables. Et puis il y a des auteurs qui sont profondément mus par un besoin d'écrire, qui ne peuvent pas faire autrement. Et il va nous l'expliquer dans un instant. Je suis bien persuadé que Stéphane Bataillon fait partie de cette catégorie des gens qui n'avaient aucun dessein, aucun projet, et qui, un jour, ont vu l'eau de la poésie d'abord peut-être suinter, puis couler dans sa vie. Voilà. Le livre ne s'est pas fait tout de suite. Nous avons attendu 3 ans. À peu près 3 ans, c'est un temps qui est long hein, pour un jeune auteur, bien évidemment, c'est long. Pendant ces 3 ans, il s'est passé pas mal de choses. D'abord, c'était la fin des éditions Segers, donc j'ai attendu de créer ma propre structure pour lui dire, bah, écoute, maintenant, voilà, je suis prêt, nous pouvons faire ce chemin de l'édition ensemble. Mais aussi, j'ai voulu, dans un premier temps, j'allais dire confronter Stéphane Bataillon à la réalité éditoriale, en lui proposant, non pas de publier ses poèmes, mais de travailler sur les poèmes d'autrui. Ce que, d'ailleurs, un auteur qui arrive avec un manuscrit demande à son éditeur de faire. Je suis écrivain et tous les jours, je travaille sur la poésie d'autrui. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, formateur, nécessaire. Et donc, dans un premier temps, j'ai proposé à Stéphane, qui a une passion pour le poète Eugène Guillevic, hein, l'une des grandes voix de la poésie française du XXe siècle, de travailler sur des inédits d'Eugène Guillevic, des textes qui n'avaient jamais été publiés pour les enfants, et dans une petite collection pour enfants que j'avais créée, de rassembler ces inédits en lien avec Lucie Guillevic, donc la dernière épouse du poète, avec voilà, de mettre en place un projet de publication autour de cette poésie de Guillevic et d'aboutir à la parution d'un livre que nous avons intitulé « Humour blanc et autres fablillettes ». Donc c'est Stéphane qui, en 2008, je pense, a fait ce travail de faire des choix de textes, de préparer une édition. Et donc je vais lui demander, en préambule, de nous en parler brièvement, de nous dire ce qui fonde son lien avec Guillevic, et puis peut-être de nous lire quelques-uns de ses textes. Alors, même sans connaître l'histoire qui m'a amené à la poésie, en tant que lecteur qui écrit un peu et qui est intéressé par la poésie, c'est vrai que avoir ce cadeau de travailler sur des manuscrits de son auteur préféré, c'est un vrai grand cadeau. Et c'est vrai que quand Guillevic est un poète qui me touche depuis longtemps, peut-être un des seuls poètes qui, avant que je m'intéresse de plus près à la poésie, était arrivé jusqu'à moi, ou que j'avais rencontré.
Donc, je suis venu à la poésie suite au décès de ma femme, qui est morte d'un cancer. Et avant cela, j'avais aucun rapport ni fréquent, ni ça remontait aux années d'études avec la poésie. Je suis journaliste, donc j'ai un rapport à la langue, j'ai un rapport à l'écriture, mais qui est très très différent du rapport que j'ai aujourd'hui et du rapport qu'on a quand on est au plus intime des mots en écrivant un poème. Donc Guy Vic, c'était avant tout en tant que lecteur. En tant que lecteur et en tant que, pas uniquement pour la poésie, mais j'aime bien créer des choses, j'aime bien avoir des idées de projets, de choses comme ça. Et j'avais lu dans une interview de Guy Vic quelque chose qui m'avait marqué. Guy Vic n'a pas écrit pendant 13 ans. Il a écrit jusqu'à sa mort. Il est mort à 90 ans à peu près. Oui. Un peu plus. Oui, c'est ça. Il a eu un creux, une page blanche de 13 ans. Et ensuite, il s'est remis à écrire énormément. Et des choses que moi, j'estime de grande valeur. Donc ça m'avait bien rassuré déjà. Je m'étais dit, bon, l'angoisse de la page blanche déjà, mon poète préféré a pu l'avoir et ça ne lui a pas empêché de créer des choses derrière. Donc ça m'avait marqué à l'époque et aujourd'hui, ça m'est d'autant plus utile, cette idée-là. Alors, Bruno m'a proposé ce premier travail en commun. Et il m'a apporté tout un tas de manuscrits de Guy Vic, donc à la main, il écrivait à la main, dont beaucoup raturés, et il m'en a apporté à peu près, je ne sais pas, 300. Sur les 300, il fallait faire une sélection d'une petite soixantaine. Bien sûr, je me suis dit, impossible, Guy Vic, comment je vais faire? Je me suis aperçu qu'il y avait vraiment des choses pas bonnes du tout dans les manuscrits, et d'autres formidables. Et ça m'a aussi rassuré énormément. Je me suis dit, ok. ça met à niveau. On se dit, c'est pour moi le plus grand poète. Et en même temps, je vois dans toute sa masse de production, il a pu faire des choses qu'il n'aurait sûrement pas décidé de garder dans un recueil. Par rapport à ce que vous disiez, Bruno, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, j'écris beaucoup. Je m'étais astreint, pour 2 raisons différentes, à écrire un poème chaque jour. Au début, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire pour publier sur Internet. Parce que j'avais lu, c'était en 2005, qu'un blog se crée toutes les 10 secondes. Je m'étais dit, un blog toutes les 10 secondes, les gens ont des choses à dire. Je me suis dit, je vais essayer aussi d'écrire un blog, de créer un blog et d'écrire quelque chose. Et je vais m'astreindre à cette contrainte d'1 fois par jour pour essayer de voir ce que ça donne. Parce que je me connais, je suis un peu paresseux. Donc si j'ai commencé un grand projet comme ça, d'écriture, quel qu'il soit, j'aurais arrêté au bout de 3-4 jours. Donc je m'étais dit, je vais écrire un petit truc, une phrase, un mot, mais tous les jours. Donc c'était des petits textes rigolos, des petites chansons, des petites choses comme ça. Je l'ai plus ou moins bien tenu durant 2 ans, mais j'ai toujours continué à publier sur ce blog avec... un immense public de 10 personnes à peu près, incluant mes parents et mes amis proches. Mais des fois, il y avait des gens que je ne connaissais pas qui m'envoyaient un petit commentaire. Ah, c'est pas mal, c'est rigolo et tout. Et ça, c'est, je pense, très nouveau. C'est-à-dire qu'on a un retour de gens qu'on ne connaît pas sur une écriture qui n'est pas publiée, qui est uniquement là, et qui donne du courage et qui donne simplement de la joie de se dire « Ah bah tiens, ce que j'ai écrit ce matin, ça a plu à quelqu'un ». Donc quand on a envie d'arrêter un peu, ça permet de tenir un peu cette ligne-là. J'avais déjà fait quelque chose de très très sobre, très simple. Je n'avais pas essayé de mettre d'illustration, de choses comme ça, juste du texte. Et ma femme tombe malade, donc on a tous les deux 28 ans, tombe malade d'un cancer. Et il commence une longue période de 2 ans et demi dans les hôpitaux, de traitement, de rémission, de grandes joies et aussi de grandes peines ou de grandes craintes, avec quelque chose d'assez assez étonnant, en tout cas que je me souviens, c'est que plusieurs d'entre vous ont sûrement eu cette sensation-là. Quand on est très proche d'une mort ou de la mort, elle fait plus du tout peur, elle est là. Elle est là, elle est à côté de nous.
et on envie presque les gens qui ont un peu peur de la mort. Cette écriture, moi je la continue, sans du tout parler de cette maladie-là. Je continue justement, quand je peux, avec elle, qui aimait bien aussi ce que j'écrivais, à écrire ces petites choses-là, mais qui ne sont pas de la poésie. Je ne sais même pas ce qu'est la poésie, en fait. Je ne sais même pas que je ferai de la poésie. Enfin voilà, j'écris des petits textes. Je fais ce recueil, Guy Vic, Humour blanc, qui est donc des textes qu'il a écrits comme ça pour les enfants, autour de choses très concrètes, alors que Guy Vic est plutôt quelqu'un de concret, mais de concret dans le minéral. Il parle beaucoup du rock. Il parle beaucoup des idées, des choses, de ce qu'elles pourraient penser. Et là, pour les enfants, c'est vraiment des petites histoires, des historiettes, donc ça s'appelle Fabliettes, qui m'ont et détendu et fait penser à autre chose durant cette période-là. Parce que j'avais lu déjà ces textes pour enfants-là qu'il avait fait. Donc quand j'ai retrouvé ces textes, quand Bruno me les a soumis, ça m'a... Voilà, j'étais content de... Il faut peut-être dire, pour que les choses soient vraiment claires, que Guy Vic a publié plusieurs livres de petites fables, de petits poèmes pour les enfants, qu'un livre était paru aux éditions Gallimard, et que je savais que beaucoup d'autres textes étaient inédits. Et donc, quand j'ai pu sortir des archives familiales ces 300 poèmes, c'était des choses inédites, voilà, que nous allions pouvoir... sur lesquels nous allions pouvoir amorcer une réflexion et ouvrir un chantier. Voilà. Et ces textes-là, je les utilise souvent en classe quand je vais intervenir dans des écoles primaires notamment. Ça marche étonnamment bien, Guy Vic chez les enfants, parce que c'est les mots de tous les jours utilisés de manière très concise. On raconte une petite histoire. Par exemple, une lampe s'étonnait. Pourquoi m'allumer? On est bien dans le noir. On n'est pas obligé de regarder. Petites histoires comme ça. Une règle, ça se fatigue d'être droite. Alors ça, par exemple, j'ai lu à une classe de CP, et ensuite ils ont commencé à nommer la règle sur le tableau et à l'emmener dans la cour de récréation. Pour la distraire un peu. Donc ça résonne tout de suite chez les enfants. Voilà. Donc ce petit recueil qui a été notre premier... mon premier pas, moi, dans l'édition de poésie, qui m'a beaucoup plu, de faire ce petit recueil, qui m'a mis une grosse pression aussi pour la suite. Alors il y a une chose qui est intéressante, je fais une remarque au passage, c'est que Stéphane Bataillon vient me voir comme auteur, vous l'avez bien entendu, et il se retrouve en situation de lecteur. Mais ce n'est jamais rien d'autre que l'écriture, c'est toujours ça. L'auteur est toujours le premier lecteur de ce qu'il écrit. Que ce soit à la main, les yeux découvrent ce que la main trace, et c'est encore plus net avec l'ordinateur. Sur l'écran de l'ordinateur, apparaît un texte dont je suis le premier lecteur. C'est donc l'écriture est toujours liée à cette forme de dédoublement. D'ailleurs, pour être tout à fait complet, quand j'ai été voir Bruno sur le marché de la poésie, c'était avant tout pour trouver un volume de poètes d'aujourd'hui sur Guy Vic qui était totalement épuisé. Et je ne connaissais pas Bruno, donc je pensais que c'était le vendeur du stand. Je ne connaissais pas le marché de la poésie, je ne savais pas que c'est généralement les éditeurs qui sont sur... Et donc j'ai demandé s'il n'avait pas le volume du poète d'aujourd'hui sur Guy Vic, et puis ensuite on a commencé à parler poésie. Mais c'est vrai que c'était en tant que lecteur... Voilà, alors piètre vendeur que celui qui oublie de vendre le livre qu'on lui demande et qui se retrouve avec un manuscrit de 1000 pages. Hein. C'était mieux. Voilà. Donc voilà, et ensuite on a travaillé sur une anthologie. Voilà, l'année suivante, j'ai proposé à Stéphane de travailler sur un projet d'anthologie. Alors ce projet d'anthologie
est né très exactement le 17 avril 2008, où lorsque j'étais... je me souviens, j'avais pris quelques jours de vacances, et le matin, en écoutant la radio au moment du petit déjeuner, j'apprends, le 18 avril au matin, que le grand poète de la Martinique, Aimé Césaire, venait de mourir. J'ai eu, comme beaucoup, une émotion, et j'ai reçu dans la journée beaucoup de coups de fil sur mon portable d'écrivains, les uns me demandant un texte de témoignage sur Aimé Césaire, d'autres me proposant un ouvrage, plusieurs essayistes voulant écrire un livre sur Aimé Césaire. Et donc j'ai passé la journée à me dire mais oui, il y a bien sûr, que vais-je faire? Et le soir, l'idée était clairement mise en place dans ma tête. Je ne vais pas rééditer un livre de Césaire, je ne vais pas consacrer un livre à Césaire, mais je vais rassembler la famille des poètes francophones dans une vaste anthologie de poètes autour du monde, de poètes de langue française, qui d'une manière ou d'une autre ont un lien, mais tous ont un lien avec Césaire, et nous allons rassembler autour de la dépouille de ce poète qui vient de partir, eh bien, des voix vivantes qui vont constituer une brassée de mains fraternelles autour d'Aimé Césaire. Et je pense que le jour même, j'ai appelé 2 personnes, Stéphane Bataillon et un autre auteur plus expérimenté, en leur proposant de s'engager avec moi dans ce travail. Voilà. Et a débuté un travail que nous avons mené, alors tambour battant, parce que notre lettre de demande de texte est partie dès le lendemain. Et Stéphane a fait un formidable travail on pourrait dire, c'est pas infamant, de secrétariat d'édition, dans un premier temps, envoyant des demandes de texte, rassemblant les textes, les constituant en fichiers. Et nous nous étions dit, si nous arrivons à rassembler 80 poètes du monde entier, ce sera formidable. On proposera au vieux lion qui vient de disparaître des funérailles somptueuses, puisqu'on lui proposera un tour du monde en 80 poètes. Mais nous n'avons pas réussi à nous arrêter à ce chiffre qui était pourtant vraiment parlant, puisque nous sommes allés jusqu'à 144 poètes de langue française et que nous avons publié une anthologie intitulée « Poésie de langue française », 144 poètes d'aujourd'hui autour du monde. Et quand Bruno me propose l'anthologie, on est à la veille de l'été, enfin c'est fin juin, un été qui devait être tranquille et calme. C'était en avril. Mais... En avril, ouais. Ça a duré. Et ça a été effectivement un gros travail, avec donc un travail de secrétariat d'édition, de réception des textes, de dialogue avec les poètes, de rédaction des biographies, avec un handicap qui n'en était pas un, c'est que, à l'exception de 2-3, François Tcheng, Henri Beauchot, je ne connaissais aucun nom. Vraiment, aucun nom de cette poésie française contemporaine, dont aujourd'hui, bien sûr, après plusieurs années, mais voilà, je découvrais un continent d'une création vivante d'aujourd'hui, et donc j'étais amené à découvrir ces parcours-là, lire ces voix très nouvelles, tout en continuant, moi, puisque là on était en 2009, à peu près, à écrire, à suivre une écriture personnelle. Alors moi, de mon côté, je recevais des mails en aparté de certains de ces poètes qui me disaient « Mais qui est ce Bataillon ? Est-ce que c'est un éditeur? Est-ce que c'est un écrivain? On cherche sur Google, on ne trouve rien, etc. » Le petit livre sur Guy Vic n'était pas encore paru, où c'était imminent. Voilà, donc il y avait comme ça une étrangeté, une situation un tout petit peu étrange pour les uns et pour les autres, et puis en même temps, un livre en train de se faire qui avait beaucoup de poids, puisqu'il rassemblait des textes inédits de plus de 100 poètes du monde entier, de langue française, mais beaucoup d'étrangers. Et puis tu as cité François Tcheng, tu as cité Henri Beauchot, qui était évidemment encore vivant,
Et c'était vraiment merveilleux de recevoir un matin une lettre d'Henri Beauchois avec 2 textes, puisque nous avions demandé 2 textes à chacun des poètes. Je te laisse le dire. 2 textes inédits, un sur leur rapport à la langue française et à l'écriture poétique, et un poème inédit, de préférence, mais ça a été le cas. Oui. J'ai mis un signet, là, avec l'envie peut-être que tu nous lises le texte qui se trouve ici. Donc à cette époque-là, moi je rencontre un peu par hasard Claude Vigée, qui est un grand poète. Je découvre sa vie de sa découverte de la Bible et de la poésie pendant la guerre, son histoire, et surtout le fait que, par un hasard que la vie nous réserve, sa femme est morte à 1 semaine d'intervalle de la mienne, donc des histoires très différentes, hein, parce que Claude Vigée est une personne maintenant âgée, mais dans le même hôpital, dans le même service. Et je lis les poèmes qu'il a écrits et qu'il a pu publier donc assez rapidement après le décès de sa femme. Je le lis avant de le rencontrer, je le lis dans le métro et je m'écroule par ces textes qui me renvoient à moi-même. Voilà, et quand je le rencontre, on parle 5 minutes ensemble et on tombe dans les bras l'un de l'autre en pleurant. Et cet homme-là, par la suite, donc je lui ai envoyé mes poèmes, il m'a rappelé longuement, il m'a invité chez lui, il m'a vraiment dit qu'il fallait... Il m'a dit 2 choses. Il m'a dit il faut publier ces textes, ils sont magnifiques, parce qu'ils venant de lui, même sans connaître son aura et la qualité de toute sa poésie que maintenant je connais, mais qui m'avait beaucoup, beaucoup touché. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, et on était à peut-être moins d'1 an du décès de nos femmes, il dit il faut avoir un enfant. Chose que je n'étais pas à l'époque prêt à entendre, mais il avait raison. Donc il nous avait envoyé un texte très beau. Je survis parmi les ruines. La signification du champ de fouilles n'est pas dans sa surface, mais dans sa profondeur. Surgissement simultané des lieux et des temps de l'expérience révolue, remontant aujourd'hui dans ce rythme syncopé, seul authentique, qui dévoile à la fois les ruptures, tessons, fragments d'ossements ou d'architecture, richesse originelle éparpillée en monnaie effacée, et la totalité englobante qui sous-tend les vestiges discrets d'une société défunte. Ainsi le poème. À la succession linéaire des moments finis qui s'enchaînent en série, aux surfaces peintes du roman, substituer la simultanéité polydérique des temps et des lieux éprouvés par les sens. Expansion synchrone d'un globe d'expériences vécues aux milliers de facettes translucides, réfractant des couches serrées d'êtres et d'événements discontinus, qui s'agglomèrent en se totalisant librement pour la première fois, dans un prisme oculaire géant pour capter enfin la présence entière au monde d'un homme en transit dans la vie. Forger l'œil unique du cyclope. Alors avec toute sa symbolique, tous ces symboles, il y a vraiment quelque chose ici qui ne cesse de me toucher, qui me touche chez Guy Vic, qui est une sorte de poésie qui n'est pas un cri, parce que le cri ne serait pas suffisant. C'est au contraire rentrer en soi au maximum de soi, trouver le mot le plus dense possible pour libérer une énergie qui pourrait être libérée par un cri si on pouvait le faire, si on en avait la force et si on en avait le désir. Je pense qu'à un moment, quand on fait l'expérience de la perte, de l'absence, ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, il faut à un moment crier, il faut à un moment être seul, s'isoler, ou alors s'isoler ou se mettre face à la mer et puis pouvoir crier. Et souvent, on n'a pas l'occasion de le faire. Donc on le garde en soi, puis ça nettoie un peu tout à l'intérieur, comme ça. Et tant qu'on n'a pas porté ce cri-là, il y a une libération qui ne se fait pas. Or, plus on attend, plus la libération est longue à venir.
Et je pense que la poésie permet justement de concentrer cette énergie perdue dans un mot qu'on aura choisi. C'est pour ça que j'utilise beaucoup d'infinitifs dans ma poésie. Je trouve que l'infinitif est la forme première du verbe, d'un verbe qui est action, qui est faire. Et arriver à ça, voilà, c'est une forme, voilà, c'est une forme c'est une voie possible. J'ai eu, sans faire trop de digression, mais le cas d'une amie là qui a perdu son mari il y a 2 mois, et ils ont choisi de pratiquer une euthanasie à la maison. Ils le voulaient, ils étaient ensemble depuis 50 ans. Et elle avait très très peur du regard des autres, de la société. Et quel courage! Moi je me suis dit, quel courage de supporter ça. Alors pour la personne qui a décidé, qui était très très malade, qui n'avait pas d'autre issue, c'est le dernier choix possible, c'était leur dernier choix possible. Donc ça frère de tout jugement, mais c'était voilà, le seul choix face à une maladie comme ça, où les médecins sont impuissants. Qu'est-ce que c'est? C'est d'attendre, c'est de rien dire, d'être digne de l'autre aussi qui est parti. Moi, il y avait beaucoup de ça. Je pense que ce qui m'a permis de surmonter cette épreuve, ce qui m'a permis d'écrire cette poésie, c'était tout l'amour et toute la force que ma femme m'avait donnée. Et je pense que plus cet amour était intense et fort, plus justement, au bout d'un moment, ça se transforme en force possible. Alors, pour surmonter soi-même l'épreuve, pour pouvoir en tirer quelque chose qui est de l'écriture, mais qui peut être de l'intimité. Là, on en revient au thème un peu, c'est de l'intimité. Donc, ça peut tomber vite dans le pathos. Oui, et moi, je publiais. Alors, c'était très intéressant le travail sur le recueil. C'est-à-dire que moi, je publiais ces textes-là en ligne au fur et à mesure de leur écriture. J'avais toujours quand Bruno disait qu'on se crée un lecteur, ou qu'on crée le lecteur, ou en tout cas, ça me fait penser à Soulages qui fait ces tableaux noirs pour que la lumière se réfléchisse. Et ce qui se passe, c'est entre le spectateur de la toile et la toile. C'est la lumière entre. Le fait de publier ces poèmes-là écrits au jour le jour, sur une expérience douloureuse, sur Internet, c'était pas sur un cahier personnel. Donc il y avait déjà une conscience du lecteur. Et je me disais que cette conscience du lecteur, des personnes qui ne sont pas touchées par cette histoire-là, vont être en contact avec ces mots-là, m'obligeait à travailler déjà un peu le poème. C'est-à-dire à pas livrer, c'était pas du tout une matière brute que je livrais comme ça pour une sorte de thérapie à bon compte ou un journal intime public. C'était déjà ce souci de travail sur les mots, sur la langue, qui crée une distance, et à la fois avec ce souci d'être utile, ou en tout cas être audible pour les autres. Ce qui n'en fait pas un recueil. Et c'est vrai que quand j'ai proposé une première sélection de textes à Bruno, qui racontait, mais en même temps qui ne racontait rien, qui n'avait pas d'histoire tenue, il y avait plutôt des émotions, des sensations. Il est revenu en me disant les poèmes sont très beaux indépendamment, mais ça ne fait pas un recueil. Et j'avoue que ça a été difficile, parce que quand on livre quelque chose de soi comme ça, quand ces parcelles de soi sont estimées lisibles, mais que mises ensemble, donc que tout ça mis ensemble ne tient pas, c'est difficile. C'est difficile, même si on l'a pris, toi comme moi, comme un objet littéraire. Donc là, j'avais pas de volonté de publication en livre plus que ça, mais c'est quand même très, très, très personnel. Donc il y a eu Qu'est-ce qu'un recueil de poésie? On lit souvent, c'est un peu comme la musique. Aujourd'hui, on n'écoute plus un album en entier. On écoute des morceaux dans le désordre, selon l'arrivée. Les poèmes aussi, on ne lit pas 90 poèmes d'affilée. Et pourtant, le travail sur le recueil, le travail d'organisation, crée 2 poèmes, un grand poème. Un grand poème qui doit couler de source, au moins pour soi.
Au moins pour soi. Ce qui veut dire que c'est vrai qu'une fois que j'avais la matière, alors il y avait 80 pages à peu près dans ce premier recueil, on va dire que j'avais 150 poèmes sélectionnés. Il y a eu tout ce travail-là, qui a été le travail sans écrire un mot en plus, qui a été plutôt le travail de retrancher, de fusionner des poèmes, de déplacer la chronologie. Et à ce moment-là, on a une sensation de se trahir soi-même qui est terrible. C'est-à-dire qu'on se dit, j'écris cette poésie-là par hasard, dans le sens où j'ai jamais voulu écrire de poésie, et pas du tout par hasard, parce que c'était la voie la plus directe, à la fois la plus directe et la plus distanciée que j'ai trouvée à mes moyens, mes maigres moyens, pour pouvoir continuer, par les mots, par ces mots du quotidien-là. Mais voilà, le fait de travailler dessus, de triturer, de retrouver une forme de récit, on a un moment, un sentiment de se trahir et de se dire finalement, j'aurais mieux fait d'écrire un roman, et finalement, j'aurais mieux fait de rien faire du tout. Parce que du coup, c'est pas tellement que ça va intéresser, ça va pas intéresser les gens, c'est que moi-même, ça ne m'intéresse plus. Et je pense que il faut dépasser cette étape-là. C'est un peu comme je pense, un tailleur de pierres précieuses qui aime la pierre, qui aime la roche. Et à force de tailler, il travestit la beauté naturelle de la roche, mais c'est pour en faire quelque chose de peut-être plus beau et de transmissible. Il y a une transmutation. Il y a une transmutation. Il y a d'abord une transmutation de la douleur, qui est en soi un matériau d'une violence. Enfin voilà, c'est comme une lave en fusion. Cette douleur, c'est déjà extraordinaire de pouvoir lui offrir un chemin vers la sortie, de pouvoir transformer ces impressions terribles en expression. Mais cette expression n'est pas en soi une œuvre. Donc comment parvient-on à objectiver ces textes, ces saignées d'écriture? Et comment cet intime, donc qu'on a décidé quand même de livrer, est à la fois, au final, donc après ce passage un peu difficile, est à la fois sincère, dans le sens où il ne cache rien de la douleur éprouvée et des failles qu'on se trouve, et qui en même temps, et moi je voulais vraiment pas faire un recueil triste, j'y voyais du soleil, j'y voyais de la lumière, de l'amour, je voulais vraiment faire quelque chose qui aurait le même objectif que quelques mots que moi on m'a donné comme ça sur des bouts de papier, ou qu'on m'a dit. Voilà, quelques phrases qui m'ont vraiment aidé à surmonter ça. Je pense que les mots sont vraiment, dans des moments de vie comme ça, douloureux, la plus belle chose qu'on puisse vous offrir. Et en respectant les croyances de chacun, je trouve que ne pas avoir de cérémonie avec des textes dits, qu'ils soient religieux, poétiques, écrits par chacun, c'est quelque chose de dur parce qu'il acte une absence, mais il acte surtout une sorte d'interdiction d'en reparler. Et c'est, je crois, ce qui peut être le plus difficile quand on est confronté à une absence comme ça, à une perte. Et il y a un conte mythologique qui, moi, m'avait beaucoup marqué. C'est un roi de Grèce antique qui perd son fils. Et il interdit à tout le monde de prononcer son nom. Il dit, la première personne qui prononce son nom, je lui tranche la tête. Donc bien sûr, plus personne ne prononce le nom de son fils, pendant des années. Puis un jour, quelqu'un arrive au palais du roi. On lui a dit que le roi avait perdu son fils, tout ça. Et n'étant pas de cette contrée, commence à chanter un poème en mémoire de son fils. Et là, tous les gardes commencent à avoir un geste de recul, en se disant, c'est pas possible, il va y avoir la gorge tranchée. Et le roi le prend dans ses bras, en lui disant, merci d'avoir prononcé le nom de mon fils, j'avais besoin de l'entendre. Et ça m'a... Voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment
marqué, et aussi par rapport à des gens qu'on a autour de nous, et qui ont des épreuves comme ça, qui connaissent des épreuves. On a souvent peur de leur dire, parce qu'on se dit il faut les protéger, ça va leur faire du mal d'en parler. Alors peut-être, mais aussi, il y a besoin de dire. Il y a besoin de dire, parce que c'est aussi ça qui fait exister ce que l'autre a laissé. Et c'est pour ça que je voulais en faire un recueil. C'était pas du tout... Enfin, c'était... En fait, non, c'était pas du tout pour publier un recueil. J'étais très content que ces textes-là sortent, plus en mémoire de ma femme. En 4e de couve, on avait choisi un poème qui ne se retrouve pas à l'intérieur. Je t'avais promis une caresse chaque soir. Désormais, ce sera un poème. Et ces 3 petits vers m'ont guidé un peu, mais la consécration, j'étais heureux que le recueil sorte, mais je me suis surtout demandé est-ce qu'il va toucher, est-ce qu'il va permettre à d'autres d'apaiser ce que d'autres mots, moi, m'ont permis de régler un peu et de voilà. Alors, la réponse est oui. Hein. La réponse est oui, c'est que ce recueil, il a rencontré un lectorat avec des rencontres extrêmement fortes. Alors on va faire entendre des poèmes, et puis on reviendra peut-être sur cette question après. Alors je vous lis quelques poèmes au hasard. J'avais pensé partir avant la fin du jour, éviter les remous pour m'en aller léger et n'encombrer personne. Mais je dois me résoudre à rattacher la barque aux lourds anneaux du port. Car ce soir, il est tard, trop pour prendre la mer. Je n'ai pas la douleur, je n'ai pas le besoin et je n'ai pas l'exil. J'ai juste perdu celle que j'aimais. Bien sûr l'asphyxie, bien sûr le pourquoi, crié sans voix au fond de l'ombre, mais quelque chose qui nous dit d'attendre, que nous devrons nommer, quelque chose de simple. Une larme gorgée de ton sourire ne dit pas si je dois pleurer, mais doucement. Conservez seulement ce qui est nécessaire. Ne gardez que les mots et puis les écouter. J'imagine qu'un arbre, puisant par ses racines les dernières fraîcheurs, j'imagine qu'un instant, encadré de ces termes, priant la déchirure, j'imagine la chaleur de nos mains rapprochées, impulsant le départ. J'imagine ce fleuve qui étendrait ses bras pour que le barrage cède, mais qui se calmerait pour épargner la feuille venue mourir ici. J'imagine qu'un monde. Et ensuite, je ne vais pas vous lire tout le recueil, mais voilà, il y a toute la redécouverte d'un amour, il y a toute la redécouverte d'apprécier des petites choses de la nature, avoir le droit de rire, avoir le droit de regarder en se disant c'est beau. Et puis des derniers poèmes. La plus belle conquête est histoire d'instant. Un flagrant délit d'être.
une étendue de sable, la mer au loin, du vent. L'image se brouille. Tu te penches pour ramasser un galet, puis deux. Tu récoltes avec soin ces vieux témoins du monde, comme s'ils pouvaient se fendre, et comme si ta chaleur assurait leur survie. Tu me dis, c'est important, les galets. Tu es belle. Ni tourner la page, ni changer de route, poursuivre. Et cette idée-là de ne pas tourner la page ou de ne pas changer de route, c'est ce qu'on lit très fréquemment dans les livres sur le deuil. Si certains d'entre vous... Voilà, il faut arriver à dépasser ça. Avec Stéphane, nous ne sommes pas dans une écriture de la métaphore. Tu es plutôt comme Guy Vic, en l'occurrence, un poète qui aime nommer les choses. Vous l'avez entendu tout à l'heure, le poème sur les galets. Hein, les éléments de la réalité sont nommés et ne sont pas l'objet d'une transfiguration par la parole, par l'image. Ça, c'est la première chose. Et tu vas même, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'appliques quasiment au verbe, puisque dans ce recueil et dans le suivant dont on va parler tout à l'heure, les verbes sont ramenés à leur état premier, celui de l'infinitif, très souvent. Très souvent, le verbe est employé à l'infinitif, sans marque temporelle, sans marque de personne non plus. Il n'est pas conjugué. Il est dans son état initial, comme ensommeillé, hein, j'allais dire, c'est presque la forme minérale du verbe. Et ça, c'est pas encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas voulu. C'est-à-dire que cette utilisation des verbes à l'infinitif, c'est un ami qui me l'a fait remarquer, alors que je ne l'avais pas remarqué particulièrement. C'est gênant quand on vous fait remarquer quelque chose sur votre écriture que vous n'avez pas identifié. Parce que du coup, vous êtes très gêné ensuite pour le réutiliser. Donc, j'utilise avec parcimonie. Mais en même temps, je me suis dit, oui, c'est bizarre. Pourquoi je ne conjugue pas? Pourquoi? Alors, Guy Vic, il parlait parce que il y avait Ponge. Ponge, quand il écrivait sur les choses, voilà, il décrivait les choses le plus complètement possible. Et Guy Vic disait, moi, je suis la chose. C'est-à-dire qu'il se mettait vraiment, que pense le galet, que pense... Moi, le simple fait d'inscrire galet suffit parfois, pour moi, à le faire vivre, à le faire exister. Ce qui pose un problème, c'est que du coup, il y a une réduction des poèmes qui s'apparente au haïku japonais, qui est une forme, moi, que j'aime beaucoup, qui est souvent mal comprise, parce qu'on n'en trouve souvent pas la saveur ou l'intérêt. Bon, ok, on a vu un brin d'herbe, la grenouille saute. Bon. Mais justement, c'est cette capacité d'observation des petites choses, avec juste les mots nécessaires, qui moi, me plaît dans ces formes très très courtes. Et au bout d'un moment, c'est un peu le problème. J'en ai parlé avec Yvon Lemaine, qui est un autre poète, qui a été aussi, lui, plus jeune, fervent adepte de Guy Vic, qu'il connaissait très bien. Et c'est lui qui m'a dit, oui, mais le problème, c'est qu'une fois qu'on réduit le poème, on réduit, il reste le silence. Donc le silence, bon, en étant un génie, on peut faire son silence, mais c'est compliqué de tenir là-dessus. Et parfois, le poème est, chez toi, extrêmement dénudé, dépouillé. Par exemple, ces deux petits textes que j'aime beaucoup. Un jardin où chaque pierre aurait sa place, où le chaos saurait se tenir. Et puis, celui-ci, l'eau de cette rivière n'essaye même pas de submerger la roche. Elle sait depuis sa source qu'il faut la contourner.
particulièrement beau et profond. Et c'est aussi pratiquement condensé en 5 vers très courts l'expérience que tu racontes. Non, ce sont des poèmes. Non, il n'y a pas d'alexandrin. Ce sont vraiment des vers très courts. Je pense que... En 6 ans, ça se dit 6 ans. Oui. Voilà. Mais enfin, il n'y a pas de... Il y a un rythme quand même de 6, naturellement. Hein, c'est naturel. C'est 6 pieds à chaque fois. Ouais. C'est naturel. Mais pour entrer dans les coulisses, on est entre nous, sauf que c'est filmé, mais ça fait rien. À un moment, Bruno m'a... Donc je lui amène le recueil avec des poèmes qui font souvent 3 vers. Et il me dit, bon, c'est très bien, mais je vais quand même pas publier que des poèmes de 3 vers. Mince. Il faut que tu essayes d'écrire un peu plus long. Alors, ça, c'est difficile. Et en même temps, je me dis, bon, on va voir, on va tester. Et en fait, maintenant, ça y est, je commence à écrire certains trucs, mais pour ce recueil-là, souvent, j'ai beaucoup travaillé sur la fusion de plusieurs petits poèmes qui, au départ, ont été écrits et indépendamment et souvent à plusieurs mois d'intervalle. J'espère que ça se remarque pas trop. Mais ce travail-là pour essayer d'avoir un souffle un peu plus long. Et c'est vrai que, donc avec l'apparition de ce recueil, on va en reparler, mais moi j'ai testé quelque chose qui était très nouveau, enfin bien sûr, qui était la lecture publique. Et c'est vrai que face à un public, on a tous besoin, quand on écoute un texte et de surcroît d'une poésie, d'avoir le temps d'entrer dans un univers, d'entrer dans un rythme qui peut être donné par la rime ou par... Et c'est vrai que du cours, c'est compliqué, parce que du cours, on a à peine eu le temps d'esquisser un paysage, une image, que c'est déjà terminé. Donc c'est vrai aussi que écrire long pour le dire, ça a son intérêt pour faire entrer l'autre dans son univers aussi. Voilà, très bien. Alors on va peut-être évoquer le deuxième recueil, hein, les terres rares. Alors, où nos ombres s'épousent était le recueil du deuil et de la perte. Donc à un âge, on l'a bien compris, où la disparition de l'autre n'est pas seulement un scandale, c'est quelque chose qui vous dévaste totalement et qui fait évidemment douter de tout dans la vie. Avec les terres rares, tu reviens à la poésie, que tu n'as jamais quitté, mais tu reviens à la publication avec un recueil qui est celui de la naissance d'un nouvel amour, puis la naissance d'un enfant, l'expérience de la paternité. Donc c'est, j'allais dire, presque le miroir inversé du premier livre. Pour autant, les 2 livres ont le même type d'écriture, exactement la même structure, la même longueur, la même économie interne. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe pour toi? Est-ce que tu peux nous parler de cette continuité voulue dans la rupture heureuse qu'imposent les circonstances de la vie? Alors, c'était Jacques Brel qui disait ça, ou Brassens, je ne sais plus, mais un des deux, qui disait finalement il y a très peu de thèmes sur lesquels écrire des chansons, des poèmes, la vie, la mort, l'amour. Et quand est venu le moment de travailler sur le recueil, puisque là c'était plus, je t'ai pas proposé de sélection de poèmes, je t'ai proposé quelque chose déjà constitué en recueil. Il faut dire que je t'avais tellement ennuyé la première fois que... Je me suis dit jamais plus. Non, et c'était aussi la volonté d'essayer de travailler dès le départ un recueil. Et de nous dire, il y a de l'amour dans les deux. Il y a une mort qui vient avant la vie. Donc c'est intéressant de rester sur la même économie de mots, de ce même miroir-là, non pas pour... boucler la boucle, mais pour proposer quelque chose qui soit... Encore une fois, je ne vais pas embêter tout le monde avec ma vie pendant des années.
on ne sait jamais. Mais disons que ce deuxième recueil-là, qui raconte l'histoire de la naissance de mon fils, et surtout de la gestation, de l'annonce de cette nouvelle-là, voilà, je le sentais bien comme ça, en réponse, et ensuite, et c'est peut-être le dernier, le poursuivre, justement, c'est ce recueil-là. Ce recueil, il a été, au départ, justement peut-être pour m'éloigner un peu de l'intime, encore que, mais en tout cas d'un intime trop, d'une sorte d'autobiographie trop proche, j'avais tenté de faire quelque chose qui était de raconter l'histoire d'Alexandre le Grand, qui m'a toujours fasciné. Alexandre le Grand ayant conquis très jeune le plus vaste empire que n'ait jamais conquis une personne seule. Et Alexandre le Grand avait un ami très proche, alors ami intime ou pas, mais qui s'appelait Héphaïstos. Et au moment où Alexandre le Grand termine sa conquête et va bientôt rentrer, l'ami meurt d'une fièvre violente. Alexandre tue le médecin, interdit la musique dans les villes, massacre des villages, les enfants, les vieillards, tout le monde. Voilà, pour noyer son chagrin dans une sorte de colère infinie. Et décédera une année jour pour jour, après la mort de son ami, d'à peu près la même chose, d'une fièvre fulgurante. Et cette thématique-là du désir, de pourquoi on a de l'ambition, d'autant plus en ayant connu une perte qui enlève toute ambition finalement, qui dit bon bah restons humbles, essayons de vivre le mieux possible, mais pourquoi quand même le désir revient, l'envie revient, et ça mène vers quoi? Donc j'avais commencé à créer une sorte de suite de poèmes autour de cette question-là. Et puis l'annonce de ma compagne, de l'attente d'un enfant. Et là, tout ça s'écroule, et je ne vois plus du tout l'intérêt d'écrire là-dessus. Et donc ce recueil est constitué, alors, de la même manière que le premier, mais en deux parties assez distinctes. Une sur pourquoi on désire, et pourquoi on a besoin de désir pour continuer, pour avancer, quel que soit l'âge, quelles que soient les périodes de nos vies. Et deuxième partie, la réponse, une réponse. Il y en a plein, sûrement plein d'autres, mais en tout cas, c'est cette annonce-là. Alors, avec un risque que je ne cesse d'éprouver en ce moment, c'est-à-dire, j'ai une amie à moi qui se trouve être une ancienne compagne de Guy Vic, que j'ai rencontrée durant des réunions autour de son œuvre. J'ai fait une première lecture avant la parution du livre de ces poèmes-là, donc sur la naissance de mon fils. Et elle est venue me voir à la fin, elle m'a dit « Stéphane, ils sont superbes ces poèmes, t'as bien fait de les écrire, mais t'aurais pas dû les publier. » Bon, sympa. Mais après, je me suis dit, elle a peut-être raison. L'histoire d'un bonheur, ça intéresse moins, même si une naissance, donc cette vie-là, est universelle. Est-ce que ça veut dire qu'on a besoin de la souffrance pour créer? Grosse question. Est-ce que ça veut dire que le lecteur a besoin de l'hypothétique souffrance pour apprécier ce dépassement de la douleur que toute littérature exprime? Voilà. Ouais. Est-ce que tout cela n'est pas aussi une mythologie qui est très ancrée dans la littérature française, hein, je pense notamment, en vous disant cela, au romantisme, au mythe du poète maudit qui a la vie dure et qui est comme un serpent de mer que l'on croit disparaître mais qui ressurgit sans cesse. Moi, je ne suis pas sûr. En tout cas, mettons cela à l'épreuve de la lecture, si tu veux bien. Et on peut peut-être aller directement au poème de la fin, non? Oui. Alors, attends. On va commencer là. De toute façon, ce rapport entre malheur et malheur et bonheur est déjoué par le travail de l'imagination.
Vous savez bien que c'est à la Bastille qu'on écrit le mieux la liberté, et que des écrivains africains ont merveilleusement chanté la neige. Mais oui. Maupassant écrivait la folie dans des moments de lucidité totale, et lorsqu'il était très gravement atteint d'aliénation mentale, il décrivait par le menu la vie des paysans normands. Et finalement, on peut trouver dans Les Terres rares, qui est le livre du bonheur, les traces très certaines d'une mélancolie, et dans le livre du deuil, de la douleur extrême, qui s'intitule « Où nos ombres s'épousent », des traversées de lumière extraordinaires. Donc, les deux se mêlent, ce n'est pas aussi radicalement séparé que nous pourrions le croire. L'exercice de la poésie, le travail poétique, enfin au quotidien, c'est aussi ça, c'est pas l'écriture d'un côté, la vie de l'autre. C'est-à-dire qu'une poésie au quotidien éclaire les événements qu'on est en train de vivre et en même temps les nourrit d'un angle différent. Alors parfois, on ne sait plus très bien si on vit les choses pour pouvoir en faire des poèmes ou si les poèmes sont là pour sublimer ces instants de vie. Mais je pense que ça, c'est très important aussi, c'est de se dire la sincérité qu'il y avait dans les poèmes de l'absence. Elle est aussi là dans les poèmes du bonheur. C'est-à-dire que ce n'est pas un bonheur intégral, tout rose, où tout va bien. C'est un bonheur qu'on essaye d'exprimer au plus juste pour justement pas trahir ces moments-là. Moi, je prends très peu de photographies, par exemple. Je n'ai pas d'appareil photo. Mais c'est vraiment les poèmes sont ces émotions fixées là qui pour moi sont plus pertinentes. Alors je vous lis quelques poèmes. Qui d'entre nous a réussi? Qui a pu concentrer assez de forces vives pour se faire reconnaître, pour ralentir l'oxydation? L'air aujourd'hui plus léger. Peut-être que le muret tout au fond du jardin. Peut-être qu'une lumière. Peut-être qu'une position. Ou alors l'impression d'inspirer différent. Tout devient simple. Une tasse de café, un morceau de musique, et ton sourire radieux. Reste à fixer l'épaule du minotaure fumant et lui parler tout bas, qu'il laisse le passage. Nous imposons les mains afin que la chaleur parvienne jusqu'à toi. Déjà te prévenir des tendresses fragiles. Nous te laisserons ce monde, te débrouiller avec, renoncer et reprendre. Et peut-être qu'un jour, nous y serons confiants. Sans bien savoir encore si nous serons capables, déjà, tu interroges. Je ne te ferai pas porter le poids du monde. Enfin, j'essayerai. Ton sourire m'aidera. Qui reste debout? Il y a ces mots simples qui disent la naissance. Fondation d'un empire empreint d'humilité. Dernière veillée. Dernier séjour avant terme. Un léger crépitement me fait me rendre compte. Pour la première fois, je n'ai pas contemplé la caresse des flammes. Ne jamais avoir l'air complètement heureux. Ne pas froisser les dieux une seconde fois, mais en sourire,
quand même. Et toi qui apparais, qui embrase le monde d'un seul doigt allumette. Tu ne liras jamais les centaines de livres collectionnés pour toi. Pour cette image de moi, projetée un peu au loin, dans le rêve d'un enfant au regard identique. Tu ne liras jamais les 1000 aventures découvertes au détour, et ces milliers de pages scrutées par la vigie. Je me suis séparé de ces traces évidentes. Je préfère effacer les cartes de mes joies pour te laisser l'usage des frissons du chemin. Nous livrerons les ailes au seuil de ta porte. Qu'il te soit libre. Quelque chose qui n'est pas de moi. Une personne âgée en jour n'hésitera pas d'interroger un petit enfant de 7 jours sur l'endroit de la vie. Et cette personne vivra. C'est extrait de l'Évangile selon Thomas, qui est un écrit apocryphe chrétien. Mon fils s'appelle Thomas, et j'ai lu complètement par hasard ce petit extrait 7 jours après sa naissance. D'où sa présence dans ce livre pour célébrer la coïncidence. Sache-le, quoi qu'il arrive, ces poèmes déposés formulent un pan de terre, inscrit pour que tu gardes quelque chose du sable, de ce qu'il a du roc, malgré l'effritement. Il arrivera peut-être que la révolte emporte, que les lignes se brisent, soudain décalcifiées. Alors, repose-toi. Ne cesse jamais d'aimer et n'écoute pas les autres. Et ne m'écoute pas. Un beau matin, le chant redeviendra le tien. Il sera terre rare. Voilà, c'était quelques poèmes. Merci. Merci à vous. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Peut-être avez-vous des questions à poser à Stéphane Bataillon ou des remarques, que ce soit sur ces recueils, Les terres rares et où nos ombres s'épousent, ou bien sur cette thématique de l'intime, cette écriture de l'intime, cette poétique de l'intime que nous avons creusée tout au long de ces conférences. Oui, moi je voulais simplement dire une chose sur ce que j'ai pu entendre de vos textes. Il me semble que vous avez quand même gardé la brièveté d'un Guillevic et je dirais la simplicité de regard et de nomination, est-ce que ça se dit, de nommer les choses simples, comme le fait, alors vous allez peut-être bondir, ça dépend, hein, un peu comme le fait François de Cornières. Alors, si je parle de François de Cornières, c'est pour une autre raison, c'est-à-dire qu'il vit, je pense que c'est un secret pour personne, la même expérience que vous avez vécue, mais il la vit, j'allais dire encore, hein, c'est-à-dire que son épouse est atteinte d'un cancer et qu'il n'y a pas d'issue, que cela dure depuis plusieurs années. Et je pense que ça a eu pour première conséquence chez François un silence total. Et on assiste actuellement à une espèce de libération de la parole. Parce que on s'aperçoit, alors c'est pour ça, j'ai eu l'impression de percevoir ça dans la lecture de votre premier recueil. Je rapprocherai d'ailleurs ça aussi d'un romancier actuel dont comme quoi ce que vous avez dit m'a profondément touché, parce que
je connais François de Cornières et je connais cet écrivain que je ne vais pas nommer, dont on a donné à peu près 2 ans à vivre, qui a donc un cancer du poumon. François de Cornières et cet écrivain, en fait, se sont rendus compte d'une chose, c'est que c'était leur épouse et le courage de leur épouse et leur façon d'affronter la maladie et d'essayer malgré tout de vivre au quotidien qui les a complètement bluffés. Ils ont été entraînés dans un sillage. Alors, est-ce que c'est un hasard? Je veux dire, j'en connais 2, et puis je ne souhaite pas en connaître, je veux dire, un nombre infini. Mais il y a quelque chose, une dimension que... Tout à l'heure, Bruno Doucet parlait vous parliez tous les deux plutôt de bonheur et de malheur, mais il y a dans le malheur, justement, vous parliez des galets, une dimension de bonheur. L'écrivain auquel je fais allusion, le couple a pour, je vais terminer par là, a pour, comment dire, formule, quel jour on est? On est aujourd'hui. C'est mon jour préféré. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec... Mais tout ça pour dire que je retrouve dans votre premier recueil, le deuxième, je l'ai peut-être moins perçu, mais cette dimension, parce qu'on pourrait nommer aussi Claude Esteban, qui a été complètement déstabilisé par c'est un thème qui est récurrent, et heureusement qu'il y a les mots, comme vous le disiez aussi, pour l'exprimer, ça c'est sûr. Hein, ça. Et je suis très sensible à ce que vous dites. Merci. Comment? Je suis très sensible à ce que vous dites, et je pense effectivement que la force léguée est ce qui permet tout le reste. Oui. Et dans les moments difficiles, effectivement, quand un couple se trouve confronté, parce qu'il n'y a pas uniquement la personne malade, alors l'autre aussi est impacté, c'est sa maladie aussi, mais avec beaucoup moins de légitimité, entre guillemets, enfin, je voudrais. Oui, mais c'est compliqué à vivre, et dans ces moments-là, il y a du bonheur vrai. Oui. Il y a des moments comme ça partagés, c'est très beau ce que vos amis, la devise de vos amis, c'est exactement ça, c'est ce jour, et peut-être profitons du jour, mais... Voilà, ce qu'il traduisait par un changement de regard. Nous ne vieillirons pas ensemble, contrairement à ce qu'on avait prévu, mais du moins, ce qui nous reste à vivre, on va le vivre instant après instant. Hein, et puis, c'est aussi ne pas toujours remettre à demain un bonheur qui viendrait. Non. Et c'est aussi, ça c'est une leçon de vie. Aujourd'hui est mon jour préféré. Ouf. Ce qui ne veut pas dire qu'après, et c'était un peu que la vie, dans ce qu'elle a de plus névrosé, et cette urgence un peu illusoire de la vie ne reprend pas un moment le dessus. Même si on a vécu ces moments-là, c'est très difficile de conserver cette sorte de souci de l'instant. Mais écoutez, je vais essayer de découvrir. Je ne l'ai pas lu. Bon, je vous remercie pour ce témoignage qui m'a beaucoup touché aussi. Merci. Et je pense à un de mes élèves qui disait que le haïku, ou le poème bref, était le poème éclair. Il avait certainement sa raison, et peut-être une raison, car la poésie est ce jaillissement de l'intime. Elle éclaire la partie sombre en nous, mais aussi redresse le corps qui sombre en parallèle. Et vous avez su trouver ces jaillissements de l'éclair. Merci beaucoup. Merci Yves pour ces belles paroles. Ouais. Et effectivement, jaillissement, c'est poème éclair, et d'un éclair qui serait une lumière douce qui ne
nous foudroie pas. Je crois que c'est ce qui laisse la place aussi à son expérience de lecteur. Je trouve que le haïku, c'est ce qui est intéressant. Je voudrais rajouter une chose, parce que dans ce que tu viens de dire, Yves, il y a le mot corps, l'effondrement du corps. Et moi, je suis très sensible à la mise en voix du texte poétique et au fait que la parole passe par le corps. Et je me souviens très bien que dans la phase préparatoire au premier recueil de Stéphane, donc il y a 3 ans maintenant, la difficulté que tu avais, même dans les rencontres que nous pouvions avoir dans un café ou dans un bureau, etc., la difficulté que tu avais à faire entendre tes textes. C'était quelque chose qui t'était presque au départ, je pourrais dire physiquement, pas impossible, mais presque. En tout cas, la voix ne sortait pas. La voix ne sortait pas, la colonne d'air n'était pas là, et le corps ne résonnait pas comme il résonne aujourd'hui, comme un instrument de musique, comme un tambour. Et donc, nous nous sommes interrogés sur peut-être la pertinence de travailler la mise en voix. Et tu l'as fait avec une comédienne qui est devenue une amie. Et cela nous a même donné l'idée de créer une collection qui se nomme Jeune Plume. Alors Jeune Plume, c'est le premier recueil d'un jeune poète, mais Jeune Plume, c'est aussi le nom d'une compagnie de théâtre à Paris, cette compagnie est devenue en quelque sorte la marraine de la collection. Et l'idée que nous avons eue alors, c'était voyant les difficultés que Stéphane avait à oraliser sa poésie et à la faire passer par le corps, c'était de permettre aux poètes qui seraient à l'avenir publiés dans la collection Jeune Plume de pouvoir porter sur scène le texte publié l'année de sa parution pour une rencontre vivante avec le public. Voilà. Donc là, cette image du corps qui se redresse, elle a pris pleinement son sens dans cette prise de conscience aussi du poète, de sa propre capacité d'oralisation du texte. Si je peux prendre la défense de mon corps. C'est vrai qu'au début, moi, lire mes textes, c'était vraiment pas du tout prévu, et 2, quand je voyais certains poètes lire leurs textes avec des talents d'acteurs évidents, je me disais, mais moi, je suis pas du tout là-dedans. Enfin, j'ai pas de voix, j'ai une voix plutôt sourde. Et c'est vrai que c'est très, très, très difficile de se dire, mais ça fait partie intégrante de la transmission de sa poésie, la voix. C'est vraiment, pour moi, c'était quelque chose de très lointain. C'était presque que d'autres lisent des poèmes, j'en serais honoré, mais moi, lire mes poèmes... Et au final, en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure des rencontres, des retours, c'est quand même c'est les mêmes mots et qui passent parfois beaucoup mieux. Il y a beaucoup de gens qui me disent, et c'est le cas pour tout le monde, ils relisent ensuite le recueil quand on a la voix de l'auteur, bonne ou mauvaise, mais on lit forcément les textes d'une autre manière. Et c'est vrai que c'est une découverte, ça, la lecture, l'oralité en poésie. Et c'est vrai que c'est formidable. On a la chance d'être dans un pays qui, quand même, organise énormément de rencontres entre les poètes et le public. On dit la poésie est en crise, la poésie tout le temps depuis le début, on a toujours cette même rengaine, mais moi je trouve qu'on a quand même de nombreuses occasions, même en cercle assez restreint parfois, d'entendre des poètes lire. Et voilà. Mais c'est vrai que ça a été très 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 difficile, hein, parce que quand vous avez... Je me rappelle une fois, on était dans une église, on devait donner le soir même une représentation avec... il y avait une dizaine de poètes, et je commence à répéter, et j'entends une voix qui dit « Stéphane, c'est nul, on n'entend rien !» Et là, j'ai perdu tous mes moyens, j'étais complètement... Mais voilà. Pourtant, on t'avait mis à la chair. Ouais, c'est ça, en plus.